Bonjour à tous. François Prévoto du Clary, à Toulouse. Par rapport à ce que tu disais, Harold, je réfléchissais, 70 consultations par jour pour un orthopédiste, presque c'est pas beaucoup, et il y a 10 ans, est-ce qu'il faisait pas la même chose? Et il y a 20 ans, est-ce qu'il faisait pas la même chose? Il y a 30 ans, est-ce qu'il faisait pas la même chose? Donc est-ce que c'est vraiment un critère qu'on doit prendre en compte, cette question de nombre, pour une activité d'orthopédie qui est particulière, et pour laquelle peut-être que de pratiquer comme ça, d'avoir ce nombre d'actes, est normal. À vous entendre, moi je m'interrogeais par rapport à ma pratique à moi. Ça fait maintenant 30 ans que je suis médecin. J'ai été dans plusieurs et dans divers cadres de pratique depuis toutes ces années. J'ai travaillé en ville, j'ai travaillé à l'hôpital. Et je m'interrogeais, est-ce que ma pratique a vraiment changé? Et je voudrais vous interroger, est-ce que vos pratiques ont vraiment changé? Moi, je ne suis pas sûr que ma pratique de médecin ait changé en 30 ans, que que j'accueille, que je reçoive, que ma démarche diagnostique ait changé. Je ne pense pas. Que mon raisonnement médical ait changé. Je ne pense pas. Par contre, mon environnement de travail, il a changé. Ça, c'est certain. Et quand je suis en passe, en pratique professionnelle médicale en passe, je le vois bien. Je ne peux pas travailler tout seul. J'ai besoin d'une équipe. Je ne peux pas travailler tout seul, surtout quand je suis en barrière linguistique. J'ai besoin d'une réponse très structurée, organisés, avec des professionnels qui savent ce qu'ils font, des traducteurs, des médiateurs interprètes qui savent comment se positionner, comment me faire passer la parole de la personne qui est en face de moi. Quand j'étais médecin généraliste il y a 30 ans à Paris, dans le 3e arrondissement, pratiquement voisin de Claire à l'époque, qui habitait juste à côté, est-ce que je pratiquais d'une façon différente auprès de patients qui étaient stigmatisés à l'époque pour d'autres raisons, des raisons épidémiques, au sens où c'était quelque chose que la société ne voulait pas voir, ne voulait pas recevoir? Est-ce qu'on n'avait pas des difficultés à l'époque avec nos partenaires professionnels, avec les pharmaciens qui refusaient, ou les dentistes qui refusaient de l'accès aux soins? De ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on se méfie beaucoup de nos représentations, des représentations en général, mais de nos représentations aussi. Je voudrais réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Les Roms qui utilisent le système de santé d'une certaine façon, ils l'utilisent pas sans raison. C'est comme ça, ils sont extérieurs, et néanmoins, on arrive via les passes, peut-être, mais aussi via d'autres structures de l'hôpital, et les urgences en particulier, à faire que quelqu'un qui a, par exemple, un accident vasculaire artériel soit pris en charge, opéré par les équipes ad hoc et suivi, et qu'il ait le même type de prise en charge que tout le monde. On arrive à ce qu'une jeune femme rome enceinte accouche dans de bonnes conditions à l'hôpital, etc., etc. Alors, je dirais qu'il faut faire attention aussi aux représentations par rapport à la CMU. Les médecins qui accueillent des personnes qui ont la CMU, c'est parce qu'ils pratiquent dans certains environnements. Dans un certain environnement. C'est pas parce qu'ils veulent recevoir absolument, uniquement des personnes qui ont la CMU. Donc, méfions-nous de nos représentations en général. Il me semble que ma pratique n'a pas changé. Mais par contre, l'informatisation est arrivée. Les demandes de traçabilité sont arrivées. Effectivement, l'environnement financier, les comptes qu'on nous demande sont arrivés. Tout ça, c'est nouveau. Mais à l'époque, il y a 30 ans, j'avais le téléphone, je n'avais pas le portable. C'était moi qui prenais les rendez-vous au téléphone. Et j'avais 10 minutes, un quart d'heure à essayer de répondre à toutes ces demandes de rendez-vous. Et essayer d'expliquer, tu as connu cette période-là aussi, Denis, la période où on n'avait pas tous ces outils techniques. C'était compliqué. Les gens attendaient, les gens étaient insatisfaits. On essayait de les recevoir au mieux. On essayait de faire que cet accompagnement et l'efficacité des prises en charge médicales soit satisfaisante. On s'interrogeait aussi à l'époque. Il n'y avait pas des RCP médicaux, sociaux, économiques. Mais Isabelle peut en témoigner, à l'époque, on s'interrogeait sur ces pratiques et on appelait ça de l'éthique casuistique. Simplement, les mots changent, les caractérisations changent, mais nos pratiques, elles n'ont pas changé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, dans une passe, la différence, et j'aurais bien aimé à l'époque où on était confronté à l'épidémie de guerre, sida,
j'aurais bien voulu avoir des moyens paramédicaux autour de moi pour m'aider. Je ne les avais pas. On a essayé de déconstruire à l'époque avec un certain nombre de collègues dans les réseaux, etc., d'avoir des travailleurs sociaux qui intervenaient, etc. C'était compliqué, ça sortait des clous. Les tutelles ne voulaient pas l'entendre. Quand on leur disait on a besoin de moyens supplémentaires, on nous disait exactement la même chose que ce que vous dites. Faites l'évaluation socio-économique avant, comme si on avait les moyens et le temps de le faire, alors qu'on était submergé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui rejoint ce que vous disiez, Madame Bourret, c'est que dans ce contexte-là, les professionnels, ils peuvent avoir l'impression que ce qu'on leur demande dans ce cas-là, c'est un petit peu une provocation. C'est-à-dire de découper le temps, de prendre en plus le temps, alors qu'ils sont submergés, le temps de la réflexion. Bien sûr qu'on a le temps de la réflexion. Bien sûr qu'en général, ce qu'on fait, on l'a réfléchi avant. On pense nos organisations et nos démarches de prise en charge. Voilà, donc il me semble que c'est plus compliqué que tout ce qui a été dit et qu'il y a peut-être moins de choses qui ont changé qu'on le pense. On parlait de médecine lente auparavant, entre autres, et bon, on s'interroge toujours. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous ignorez quand même un certain nombre de choses. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui travaille en permanence sur les principales études. D'abord, sur le New Public Management, c'est une réalité. Pierru a raison, hein, on nous l'a imposé. Là, vous êtes tous en train d'adhérer d'une façon universelle à une sorte de pensée néolibérale qui serait universelle et axiomatique. Moi aussi, monsieur. D'une certaine façon, c'est ce que vous avez l'air de dire, en gros. Maintenant, monsieur, je vous permets de dire une chose. D'abord, le Rhum, il ne va pas, il ne se déplace pas. Il faut une médiation, il faut une éducation. Je me permets de rappeler quand même, et je sors un nouveau livre qui s'appelle La liberté, économie et santé, les liaisons dangereuses. Je me permets de dire qu'il y a aujourd'hui un renoncement aux soins très important dans les quartiers des déficits. J'ai travaillé à la Belle de Mai, à Saint-Mauron et compagnie. Monsieur, seule la CMU et la Caisse primaire d'assurance maladie ont fait un travail dans ces quartiers-là pour éviter précisément le renoncement aux soins. Le renoncement aux soins, ça veut dire tout simplement pour la collectivité des états de santé dégradés très fortement qui vont coûter plus cher à la collectivité. Donc il ne s'agit pas simplement de représentation. Moi, les représentations auxquelles je fais allusion, elles sont fondées sur des recherches. Merci. On pourra continuer les échanges dans le temps de pause autour du repas, du buffet. Peut-être que Denis va répondre rapidement. Est-ce que la pratique médicale a changé? Et Corinne, qui attend son tour depuis de longues minutes. Non, je voulais dire sur l'exemple du sida qu'il y a quelquefois un système qui semble fermé et figé, bouge de l'extérieur. Et on a, enfin, ceux qui ont ou l'ont vécu, ont des lectures de la culture, savent que Daniel Defer et Aide ont fait énormément bouger le système et bouger les soignants, dont beaucoup étaient réticents au départ, sauf justement une poignée d'illuminés comme François et moi. Corinne, Laurent, rapidement. D'abord Ashley. Oui, bonjour. Ashley Ouvrier, anthropologue. J'avais un commentaire suite aux propos de Harold Astre sur cette difficulté à en fait intégrer les sciences sociales dans une forme de dialogue au sein de l'institution. Donc tout d'abord, moi je trouve que c'est formidable qu'il y ait des professionnels de santé qui s'approprient et se forment aux sciences sociales. Et il me semble qu'il y a un travail qu'on a en commun, c'est de penser, d'essayer de dépasser ces barrières en termes de sciences dures et sciences molles, hein, et d'essayer d'utiliser des termes que d'autres personnes ont pensé avant nous, de plutôt parler peut-être de registre de scientificité pour s'autoriser à penser un dialogue d'égal à égal à un moment donné sur finalement quels sont les arguments qui sont mis sur la table, et d'autre part à aussi peut-être assumer une critique un peu plus ferme de la production des chiffres. Il y a toute une littérature en sociologie, et aussi de l'intérieur du système, à un moment donné, mettre les uns et les autres face à ces paradoxes. Je pense que c'est important de rappeler la rigueur des méthodes en sciences sociales et de voir qu'est-ce qui est du registre de, on va dire, de la joute, et qu'est-ce qui est du registre du travail scientifique. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord, il y a même une fascination pour le chiffre qui est très bien décrite dans la littérature, la magie du nombre délivré, et ça marche très très bien en réunion, vous avez dépensé X, vous avez X% en moins d'activité, qui tombe, ça tombe comme un coup de massue, et après ça on ne peut plus rien dire. Alors qu'en fait derrière ce chiffre, il y a souvent une réalité qui est polymorphe et qu'il faut analyser, et je suis tout à fait d'accord.
Un mot alors oui, bon alors, à la fois sur le chiffre, je suis totalement d'accord. Mais ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on ne peut avancer, y compris dans la critique du néolibéralisme, qu'avec des outils plus fins. Et qu'il faut prendre justement pour le coup le temps de cette pensée-là. Si je m'intéresse à ces activités, c'est parce que je pense que c'est un enjeu qui dépasse très largement non seulement les passes, mais aussi l'hôpital et aussi la médecine, qui est que dans nos sociétés, effectivement, un certain nombre de façons de penser, et qui sont y compris dans nos têtes ici, et c'est pas le néolibéralisme uniquement, c'est la valorisation de l'objectivité, alors que toute décision n'est pas forcément objective. Il y a des décisions pertinentes, mais non objectives, parce que objectif, ça veut dire universalisable, et on peut avoir un flair médical qui permet de prendre une décision, mais vous connaissez les tests de concordance de script au Canada. Enfin, il y a des façons de réfléchir à la pertinence sans être dans l'objectivité. Il faut qu'on change complètement nos cadres de pensée. Et je ne pense que si on ne fait pas ce travail-là, si on ne va pas beaucoup plus loin dans un diagnostic sur ce qui est en jeu, bon, alors moi je suis allé chercher une solution, enfin elle est d'ailleurs tombée du ciel chez Aristote, c'est la sagesse pratique, et la médecine c'est l'activité emblématique de la sagesse pratique, mais c'est pas la seule, et c'est pour ça que toutes nos politiques publiques sont pourries par le fait de ne plus être capable de penser ce qu'est la sagesse pratique, etc. etc. C'est ça qu'il faut penser, mais il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on dit ici, si on veut réussir à le faire. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que le discours sur le temps, tel qu'il est porté ici, il est en grande partie contre-productif, et je pense aussi que quand on va plus loin, on comprend aussi pourquoi le néolibéralisme a fait ses erreurs, c'est-à-dire il y a des raisonnements derrière ça qui ne sont pas totalement absurdes. Oui, et à un moment où on a basculé dans une abstraction, on est sorti du réel, mais il est... Si vous voulez, pour moi, le terme rationalisation, c'est pas un gros mot. Simplement, la rationalisation, elle est du côté de la sagesse pratique. Parce que ça, il est rationnel de regarder la complexité des choses. Il n'est pas rationnel de vouloir objectiver avec des chiffres. C'est-à-dire que tout le langage est piégé. Et ce sur quoi je plaide, c'est pour penser ça, le penser en profondeur, et je pense vraiment qu'Aristote a fait 90% du boulot et qu'on a tort de ne pas faire les 10% qui restent, penser ça avant de prétendre apporter des solutions concrètes. Ça, je le crois vraiment. Il faut aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça que je terminais en disant la première chose, ce serait de valoriser les recherches qui sont faites dans les passes. Parce que le véritable savoir pour partir, c'est un savoir qui part du concret. Pour réfléchir à ça. On ne fera pas un modèle effectivement en voulant avoir des chiffres plus fins ou quelque chose comme ça. Il va falloir décrire, y compris par la narration, ce que produit le système actuel, et il faut le décrire de façon lourde, en y mettant des moyens, c'est-à-dire des chercheurs effectivement tous azimuts. Être capable de créer un tableau qui fasse un choc. Je pense ça. Et aujourd'hui, le discours ici, moi, il ne me convient pas parce qu'il n'est pas suffisamment assis sur ce concret-là, alors que ce concret, il existe grâce à des recherches, mais qu'il va falloir prendre, valoriser, etc. etc. Mais alors, néolibéralisme, vraiment pas du tout. Hein. Ce que j'ai dans le collimateur, c'est la polarisation. C'est-à-dire, si on est contre le néolibéralisme, on prend le discours opposé, le discours des calques. Ça, je l'ai dans le collimateur, et tant qu'on n'aura pas fait le boulot dont je parle, on sera condamné à ça. C'est-à-dire, quand on refuse un discours, à basculer dans un discours contraire qui aura des vulnérabilités. Enfin, ça, c'est mon credo, pardon. Merci beaucoup, Florent. Alors, le temps est vite passé, et on veut rester dans les temps. Justement, Corinne. Bon, moi, je voulais juste dire quelques petites remarques par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Revenir sur le sujet qui est le temps. Hein. Donc, je voulais quand même, si la salle n'était pas prévenue, que les assistantes sociales hospitalières ne sont pas arrivées à l'hôpital avec les passes. Hein. Elles existent depuis des décennies. Que la problématique du temps, c'est-à-dire de la relation humaine, tout simplement, hein, au-delà de tout le reste, est une problématique que le service social a eu beaucoup de mal et continue effectivement à valoriser. Donc on parlait tout à l'heure de cloisonnement entre le social et le sanitaire. Moi, je pense représenter le social du sanitaire, qui est souvent oublié. Je pense qu'on a effectivement beaucoup de défis, beaucoup de travaux à mener, parce que les passes sont un lieu particulier, parce que effectivement les textes nous ont entre guillemets obligés dans un premier temps à faire de la prise en charge médicale et sociale. Hein, moi je parle pas de médico-social, je parle de médical et social. Le médico-social dans nos domaines c'est autre chose et on n'est pas dans le sanitaire. Et c'est vrai que
toutes les problématiques du temps et de la complexité, parce que on parle de situations complexes. On parlait tout à l'heure qu'en orthopédie, ça va très vite. Non, ça va pas très vite. Quand un patient est complexe, il devient un bed blocker, et là, on appelle l'assistante sociale. Donc on voit bien que la complexité des patients et la passe, effectivement, fait que nous sommes avec des patients complexes, multifactoriels, où on est obligé de prendre un temps de compréhension de la situation du patient au-delà des obstacles de la langue, etc. On doit comprendre parce qu'on n'a pas de solution. On n'a pas de solution pour diverses raisons, parce que l'hôpital ne peut rien faire tout seul, et on est obligé, pour le coup, de travailler avec le partenariat pour qu'effectivement on arrive à réinscrire les gens dans un parcours de santé, un parcours de vie. Mais on voit bien que dans d'autres lieux, hein, et je parle aussi de l'hospitalisation, il y a aussi cette nécessité-là. Donc si les PASS, et moi j'en suis assez contente, parce que en ce qui concerne les assistantes sociales, on a tourné autour du pot, de la réflexion, on a du mal à le faire toute seule. L'enjeu qu'on aura au PASS, c'est effectivement de travailler sur ce médical et social. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? On découvre quelque chose qui existe quand même depuis un certain nombre de temps, mais qui n'a pas pu être mis en musique. Si les PASS permettent cette mise en musique et permettent effectivement qu'on l'observe et voir ce qui se passe à ce moment-là, c'est simplement, effectivement, une offre de soins humaine, tout simplement. Au-delà, et d'où je suis... on a la mesure, on essaye de tracer, de mesurer la relation humaine, le temps que ça prend, et une assistante sociale, est-ce qu'elle doit passer un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure avec le patient? Est-ce qu'elle doit avoir une assistante sociale pour 100 lits ou 2 lits? Il y a des mesures comme ça qui pour nous sont des casse-têtes depuis le début, et si les PASS nous permettent effectivement d'y travailler, ça sera effectivement au bénéfice du social dans le sanitaire. Voilà. Merci beaucoup Corinne. Alors on va quasiment clôturer, mais peut-être on anime aussi chacun des personnes de la table ronde veut dire quelque chose. Peut-être Paul, vous vouliez dire un petit mot, et puis on clôturera la session par une information. Peut-être juste un petit mot, c'est que l'idée que je me fais, c'est que le temps de la montre n'est pas le temps de la vie et de l'expérience. Et ça, on est confronté à cette question. Et il me semble qu'il faut qu'il y ait un vrai débat autour de ces questions-là du temps et de comment se réforme le système, avec l'idée que le débat peut-être n'est pas toujours possible et que les formes de pouvoir se déplacent. Et tout à l'heure, quand vous parliez du nombre de consultations, je pensais aux travaux de Nicolas Bélorger par rapport au nombre de consultations aux urgences. Le médecin qui était, je vais faire vite, le plus valorisé et comme étant le meilleur médecin parce qu'il avait le taux de passage le plus important. Si on regardait les taux de retour des malades, c'est lui qui avait le plus fort taux de retour. Je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup. On a beaucoup d'éléments de réflexion. Très rapidement. Hein. Oui, je pense qu'il y a un absent de taille dans ce temps, c'est le patient. Le temps du patient, il est très, très, très important. Quand on travaille comme médecin généraliste, c'est une pratique assez différente de la PASS ou de Médecins du Monde. Mais le temps essentiel pour un généraliste, comme dans les structures dans lesquelles maintenant je travaille, c'est le temps du diagnostic. Le temps du diagnostic, il est très important. Pourquoi ? Parce que notre malade, il risque d'être hospitalisé derrière, et que si on a orienté vers un mauvais diagnostic, il y a une inertie telle de la structure que le temps que ce diagnostic faux soit réfuté est très lent et très long et très dangereux pour le malade. Donc on a une place très particulière dans le diagnostic, et donc ce temps-là, ce temps où on écoute, ce temps qu'on laisse aux patients, ce temps de silence qu'on prend pour pas voir surgir d'autres problèmes qui étaient cachés, ce temps-là, il est essentiel. Donc il n'y a pas un temps uniforme, il y a un temps qui est crucial, qui est celui du diagnostic, parce qu'on est dans une société suffisamment riche et civilisée pour que le temps du traitement soit un petit peu secondaire, parce qu'on a de grandes possibilités de traitement, on n'est pas en manque de médicaments, etc., etc. Mais par contre, ce temps du diagnostic, il est très, très important. Un médecin du monde, nous voyons les gens une fois et demie. C'est-à-dire que nous avons one shot pour trouver notre diagnostic. Depuis 5 ans que j'y travaille, je n'ai pas vu d'erreur de diagnostic. Ça veut dire que le travail qui est fait à la fois par l'accueillante et à la fois par le médecin,
dans le recueil du diagnostic, avec des difficultés de langue, etc., ça demande une concentration, comme le disait le monsieur, extrême. C'est ce temps-là qui n'est pas mesurable. C'est le temps de la concentration que vous mettez, où vous prenez le temps de gérer aussi vos propres émotions, vos propres refus, pour dire, bon, moi j'ai eu le cas de la dernière patiente, elle m'a paru hystérique. Elle avait chaud partout la nuit, hein, donc on ne voyait pas trop ce que c'était. Et puis j'ai réfléchi, j'en avais un peu marre, et je me suis dit, finalement, moi ça m'arrive quand ça, ces coups de chaud? Je me suis dit des fois quand j'ai un stress ou quand j'ai la trouille. Et puis j'ai laissé passer un peu de temps et j'ai dit, est-ce que vous avez peur de quelque chose? Et là, elle a répondu, oui, j'ai peur. Et pour avoir le temps de réponse à peur de quoi, il a fallu encore un peu de temps. Mais ça veut dire qu'on prend un temps de recul qui n'est pas mesurable, qui est le temps de votre concentration, parce qu'il faut savoir que ce temps-là de diagnostic est essentiel. Et ensuite, il y a un deuxième temps qui est l'acceptation du malade. L'acceptation soit du traitement, soit du diagnostic, c'est ces temps-là qu'il faut respecter. C'est pas des temps uniformes, quoi. Et ça, c'est important qu'on le dise, qu'on se place du point de vue du patient et non pas de l'hôpital. Quand j'entends parler de la PAS, de Médecins du Monde et de vous qui êtes hospitaliers pour la plupart, c'est le travail en réseau qui est important. Comment voulez-vous soigner des gens qui sont dans la rue? Comment voulez-vous soigner des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur gosse le soir? Si on n'arrive pas à travailler en réseau sur des choses comme ça, moi je trouve que ce discours aujourd'hui est très fermé sur l'hôpital, très fermé sur des structures. Il me déçoit. Merci beaucoup pour votre témoignage, il est très précieux et en effet, on est d'accord, le facteur essentiel du diagnostic c'est le temps et en effet, l'idée n'est pas de se centrer sur l'hôpital mais de partager des problématiques et d'essayer à nouveau d'essaimer vers tout le système de santé en ville et à l'hôpital et en ville. Merci beaucoup. Alors,